Imaginez, vous êtes assis un matin sur un banc dans un jardin public. La ville bruisse autour de vous. Des voitures passent, les gens se dépêchent d'aller au travail. Et soudain, un petit oiseau brun-gris vient se poser à vos pieds. Il penche la tête, vous regarde d'un œil, sautille plus près. Un moineau. L'oiseau le plus commun, le plus ordinaire, le plus invisible de la planète. Vous ne lui accordez même pas un regard. Et c'est là précisément que réside l'erreur. Car derrière cette apparence grise et terne se cache une créature qui a survécu aux glaciations, conquis 6 continents, provoqué l'une des plus grandes famines de l'histoire humaine et qui en ce moment même disparaît silencieusement de nos villes. Et nous ne le remarquons presque pas. Aujourd'hui, je vais vous raconter 100 faits sur les moineaux, et je vous promets qu'à la moitié de cette vidéo, vous apprendrez quelque chose qui changera complètement votre vision de ce petit oiseau. Restez jusqu'au bout, vous ne le regretterez pas. C'est parti. Fait numéro 1. Le moineau n'est pas vraiment un moineau. Le moineau domestique, celui que vous voyez tous les jours, appartient selon la classification scientifique à la famille des Passeridae, les moineaux de l'Ancien Monde. Pendant longtemps, on le considérait comme une variante du tisserin, cet oiseau africain qui tresse des nids complexes suspendus en forme de bourse. Aujourd'hui, il est classé dans la famille des Passeridae. Mais formellement, quand vous dites moineau et imaginez un petit oiseau gris sur le trottoir, vous pensez à un animal moins étroitement apparenté au vrai moineau qu'on ne pourrait le croire. Fait numéro 2, le nom latin du moineau domestique est Passer domesticus. Le mot domesticus vient du latin domus, qui signifie maison. Ce nom lui a été donné par Carl von Linné lui-même. En 1758, il est absolument approprié. Cet oiseau ne peut littéralement pas vivre sans habitat humain. Des scientifiques ont documenté des cas où des populations entières de moineaux disparaissaient après que les hommes avaient abandonné leur village. Nous ne sommes pas leurs voisins, nous sommes leur milieu de vie. Fait numéro 3, le moineau est l'un des oiseaux sauvages les plus répandus sur la planète. Il habite tous les continents, sauf l'Antarctique. Du point le plus septentrional de la Scandinavie à la pointe sud de l'Argentine, des villages poussiéreux de l'Inde au gratte-ciel de Paris. Partout où il y a des hommes, il y a des moineaux. Pas d'hommes, pas de moineaux. Ce lien est si fort que les scientifiques utilisent un terme spécifique. Espèce anthropodépendante, dépendante de l'homme. Nulle part sans nous. Fait numéro 4. Le moineau domestique mesure seulement 16 cm de long. C'est à peu près la longueur d'un stylo. Posez un stylo sur la table, voilà la taille d'un moineau, du bec à la queue. Son poids varie de 24 à 39,5. Un moineau moyen pèse environ 28 gens. Moins que 2 cuillères à soupe de sucre. Moins qu'une pile AA. Une créature qui tient dans la main d'un enfant. Et pourtant l'une des plus prospères sur Terre. Fait numéro 5. Malgré sa petite taille, le cœur du moineau bat à une vitesse incroyable. 460 battements par minute au repos. 460. Pour comparaison, le cœur humain au repos fait environ 70 battements. Celui du moineau fonctionne presque 7 fois plus vite, et en vol, cette fréquence augmente encore, car les petits oiseaux ont besoin d'un apport massif d'oxygène pour les muscles de vol. À ce rythme, le petit moteur dans la poitrine du moineau effectue environ 8 contractions par seconde. Vous n'avez pas le temps de cligner des yeux que son cœur a déjà battu 4 fois. Fait numéro 6, la température corporelle du moineau est d'environ 42 degrés. Chez l'humain, une telle température indiquerait une fièvre grave nécessitant une hospitalisation d'urgence. Pour le moineau, c'est la normale. Ce métabolisme ardent lui donne l'énergie pour voler à toute vitesse et survivre dans un climat froid. Le moineau est un petit radiateur qui fonctionne à plein régime 24 heures sur 24. Et son carburant, c'est la nourriture. En permanence. Fait numéro 7, les moineaux ne marchent pas. Ils sautillent. Si vous observez attentivement un moineau sur un trottoir, vous remarquerez qu'il se déplace par petits bonds énergiques et non pas à la manière d'un pigeon ou d'une corneille. C'est lié à l'anatomie de ses pattes, trop courtes et trop rapprochées pour marcher. Sautiller avec cette morphologie est plus économique en énergie. Le moineau se propulse des 2 pattes simultanément, ce qui lui donne cet aspect frétillant que nous connaissons tous si bien. Bon, il attrape une miette, bon, il s'envole. Fait numéro 8,
Il existe environ 25 espèces du genre Passer. Parmi elles, le moineau friquet, le moineau espagnol, le moineau roux, le moineau du désert et bien d'autres. Mais quand on dit simplement moineau, on pense presque toujours au moineau domestique, le plus répandu et le plus nombreux de tous. Les scientifiques distinguent 12 sous-espèces du moineau domestique, chacune avec ses propres caractéristiques de plumage et de taille, adaptées à sa région d'habitation. Fait numéro 9, on distingue le mâle de la femelle grâce à une caractéristique bien visible, le plastron noir, une tache sur la gorge et la partie supérieure de la poitrine. Les femelles ne l'ont pas. Elles sont plus discrètes, dans des tons beige pâle et gris, presque camouflés. Les mâles sont plus contrastés, avec un motif noir, blanc et marron sur la tête et les ailes. Les jeunes des deux sexes ressemblent aux femelles, flous et pâles. Ce plastron du mâle n'est pas qu'un ornement. C'est son passeport, sa carte de visite. Mais on y reviendra dans un instant. Phénugrelis. Les moineaux ne sont pas des oiseaux migrateurs. Ils restent au même endroit toute l'année. Contrairement aux hirondelles, aux cigognes ou aux grues, le moineau ne part nulle part pour l'hiver. Il reste avec vous, même quand il fait -1/000, même quand la ville est ensevelie sous la neige, il sera là, ébouriffé sur une branche, gonflant ses plumes pour s'isoler du froid, attendant que quelqu'un jette une croûte de pain. Sa stratégie, c'est la fidélité au lieu, pas la migration. Fait numéro 11, la vitesse de vol du moineau va de 24 à 38 km/h. Ce n'est pas un record dans le monde des oiseaux, le faucon pèlerin dépasse les 300. Mais pour une créature pesant 28 G, c'est impressionnant. Imaginez un objet de la taille d'une petite mandarine qui vole à la vitesse d'un cycliste professionnel et peut changer de direction en une fraction de seconde pour esquiver les serres d'un épervier. Voilà ce qu'est le moineau en vol. Fait numéro 12. Les moineaux sont de véritables survivants évolutifs. Le genre Passer, auquel ils appartiennent, est apparu il y a probablement plus de 10 millions d'années dans la région du Moyen-Orient actuel. Il y a 10 millions d'années, quand des ancêtres de nos chevaux actuels de la taille d'un grand chien parcouraient la Terre, les moineaux existaient déjà. Ils ont survécu au changement climatique, aux extinctions massives et à l'apparition de l'homme. Ils ont tout vu. Phénugreline 13, lors de la dernière période glaciaire, il y a environ 20 000 ans, les populations de moineaux ont drastiquement diminué. La majeure partie de l'Europe était couverte de glace. L'habitat est devenu inhospitalier. Les forêts ont reculé, les températures ont chuté. Mais dès que le climat a commencé à se réchauffer, les moineaux ont rebâti leurs effectifs. Ils ont survécu là où les mammouths, les rhinocéros laineux et les tigres à dents de sabre ont péri. Le petit oiseau gris s'est révélé plus résistant que les géants. Fait numéro 14, les scientifiques ont qualifié le moineau d'espèce anthropodépendante. Des études ont montré que certaines populations de moineaux mouraient littéralement après que les hommes avaient abandonné leurs villages et hameaux. Sans constructions humaines, sans déchets alimentaires, sans céréales dans les champs, le moineau ne survit pas. Il est attaché à nous à un niveau biologique. Ce lien est confirmé par les données de Marc Ravinet et ses collaborateurs, publiées en 2018. Fait numéro 15, plus de 7000 articles scientifiques ont été consacrés aux moineaux. Chiffre issu d'un travail de synthèse publié dans la revue PLOS ONE. Le moineau domestique est l'un des oiseaux sauvages les plus étudiés de la planète. Il a été utilisé dans des recherches en évolution, sélection sexuelle, parasitologie, écologie comportementale, neuroendocrinologie et même physiologie du stress. S'il existait un comité Nobel pour services rendus à la science par les animaux, le moineau recevrait le prix de l'ancienneté. Fait numéro 16 et 17. Le nid du moineau est un désordre créatif au sens le plus positif du terme. Il est construit avec de l'herbe sèche, des plumes, des lambeaux de papier, de la ficelle, du fil, du coton et de tout ce qui passe. Les moineaux nichent dans les fissures des bâtiments, sous les toits, dans les gouttières, dans les poteaux électriques, derrière les enseignes de magasins, dans les creux des arbres et même dans des feux de signalisation hors service. Ils ne sont pas difficiles. Il leur faut juste une fissure de la bonne taille et du matériau qu'ils trouveront dans n'importe quelle ville du monde. Fait U18, la femelle moineau pond de 1 à 8 œufs par nichée, généralement 4 ou 5.
Et dans une même saison de reproduction, il peut y avoir 2 à 4 nichés. Cela signifie qu'un couple de moineaux peut théoriquement produire jusqu'à 25 mars, 0 poussin par an. En pratique, bien sûr, tous ne survivent pas, mais le potentiel reproductif est énorme. C'est l'une des raisons pour lesquelles les moineaux colonisent si rapidement de nouveaux territoires. Fait Nugré 19. L'incubation des œufs dure de 10 à 14 jours. Et ce qui est important, c'est que les 2 parents couvent. Le mâle et la femelle se relaient sur les œufs, chacun pendant quelques minutes. Ce n'est pas l'affaire de la mère, c'est un vrai travail d'équipe. De plus, si l'un des partenaires disparaît, l'autre peut tenter de continuer l'incubation seul et mener l'éclosion à bien. Fait numéro 20, les poussins sont nourris par régurgitation par les 2 parents. Les premiers jours, ils reçoivent presque exclusivement des insectes. Les protéines sont indispensables à la croissance rapide des os, des plumes et des muscles. Le moineau adulte mange des céréales et des graines, mais pour ses petits, il se transforme en chasseur acharné de chenilles, pucerons, mouches et araignées. Un couple de parents peut effectuer plusieurs centaines d'allers-retours au nid par jour, plusieurs centaines de vols chaque jour pendant 2 semaines d'affilée. Pause une seconde, avez-vous déjà observé des moineaux nourrir leurs petits ? Écrivez en commentaire. Où était-ce ? Sur votre balcon ? Sous le toit d'une maison de campagne, en plein centre-ville ? Je suis vraiment curieux de le savoir. Fait numéro 21. Le plastron noir du mâle est littéralement son CV. Une méta-analyse publiée dans la revue Betrayal Ecology par Shinichi Nakagawa et ses collaborateurs en 2007 a confirmé que la taille de la tache noire sur la gorge est fiablement liée au statut dominant de l'oiseau. Les mâles, avec un plus grand plastron, sont plus âgés, plus agressifs et remportent plus souvent les conflits pour la nourriture et le territoire. Les autres moineaux voient cette tâche et comprennent. Face à eux se trouve un guerrier expérimenté. Mieux vaut ne pas se disputer avec lui. C'est une étiquette visuelle qui économise de l'énergie en évitant des bagarres interminables. Fait numéro 22. Le plastron du mâle change de taille au cours de l'hiver sans qu'une seule plume nouvelle soit poussée. Les plumes de la gorge ont des extrémités beige clair. Au cours de l'hiver, quand l'oiseau se lisse les plumes et prend des bains de poussière, ses extrémités s'effacent progressivement, révélant la couche mélanine sombre dessous. Le plastron émerge littéralement, comme une inscription cachée sous de la peinture effacée. Et le plus fascinant, des études ont montré que les mâles avec un grand plastron se lissent les plumes plus souvent et plus intensément. Ils travaillent délibérément à rendre leur insigne plus visible. Je dois admettre que quand j'ai appris ça, j'ai dû vérifier 2 fois. Mais c'est confirmé. Travaux d'Anders Moller, publiés dans Behavioral Ecology and Sociobiology. Fait Nugré 23, le plastron est un signal de testostérone. Sa taille dépend du taux de testostérone dans l'organisme du mâle. Plus de testostérone, plus grand plastron, comportement plus agressif, rang plus élevé dans la hiérarchie du groupe. Mais il y a ici un paradoxe. Des études ont révélé une relation en forme de U. Les plus grands plastrons se retrouvaient à la fois chez les mâles dominants et chez les plus subordonnés. Les scientifiques ont supposé que les mâles, subordonnés à grands plastrons, sont de jeunes oiseaux à fort potentiel qui n'ont pas encore trouvé leur place dans la hiérarchie. En essence, le moineau porte son profil hormonal sur la poitrine. Fait Nugré 24, les moineaux vivent en groupe avec une hiérarchie sociale claire. Au sein du groupe, il y a des individus dominants et subordonnés. Les dominants ont un meilleur accès à la nourriture, aux sites de repos, aux partenaires de reproduction. Les subordonnés attendent leur tour et évitent les conflits. Ce n'est pas une démocratie. C'est un pouvoir vertical strict avec des signes de distinction visuelle. La hiérarchie s'établit à travers une série d'affrontements agressifs, poussées, coups de bec, poursuites. Mais une fois le rang défini, la violence physique tombe au minimum. Il suffit de montrer le plastron. Fait numéro 25. Les moineaux sont des sentinelles collectives. Des études sur les budgétants des moineaux ont montré que dans un grand groupe, chaque individu passe moins de temps à surveiller l'environnement pour détecter les prédateurs. Plus yeux, moins de travail pour chacun. Cela permet à chaque oiseau de consacrer plus de temps à chercher de la nourriture sans sacrifier la sécurité. Vigilance collective. Le groupe n'est pas une foule, c'est un système de sécurité. Fait numéro 26.
Les moineaux prennent des bains de poussière. Ils s'allongent sur la terre sèche et agitent vigoureusement leurs ailes et leur corps, exactement comme s'ils se baignaient dans l'eau. La poussière pénètre entre les plumes, absorbe l'excès de graisse et élimine mécaniquement les parasites, acariens, poux, puces. Ce n'est pas de la saleté pour la saleté. C'est un soin d'hygiène perfectionné par des millions d'années d'évolution. Les moineaux défendent même leur baignoire contre les autres individus. Si vous voyez un groupe de moineaux se chamailler dans une petite dépression de terre sèche, ce n'est pas une bagarre pour de la nourriture, c'est la file d'attente pour la salle de bain. Fait numéro 27. En ville, les moineaux ont appris à utiliser les mégots de cigarettes comme antiparasitaires des chercheurs de l'Université nationale autonome du Mexique, dirigée par Montserrat Suárez Rodríguez, ont découvert en 2012 quelque chose de stupéfiant. Des moineaux et des pinsons domestiques à Mexico City démontaient délibérément des mégots et tissaient les filtres dans leur nid. On trouvait en moyenne 8 filtres de cigarettes dans les nids de moineaux. La nicotine et les autres substances chimiques présentes dans les filtres usagés repoussent les acariens et autres parasites. Plus il y avait de filtres dans le nid, moins il y avait de parasites. Les résultats ont été publiés dans la revue Biology Letters. C'est ce qui m'a personnellement le plus stupéfait, un oiseau qui a maîtrisé la défense chimique à partir des déchets humains. Fait numéro 28, mais cette automédication a un côté sombre. Les mêmes chercheurs mexicains ont ensuite établi que la nicotine provoque des dommages génotoxiques chez les poussins. Dans le sang des oisillons issus de nids contenant beaucoup de filtres, on a trouvé un nombre accru d'anomalies chromosomiques. Le moineau est littéralement confronté à un choix, parasite ou poison. Et il choisit le poison, parce que les acariens et les poux tuent les poussins plus rapidement. Ce n'est pas une solution idéale, c'est un compromis où il n'existe pas de bonne option. Fait numéro 29, les moineaux sont des opportunistes alimentaires. Leur régime de base, graines et céréales. Mais ils mangent littéralement tout ce qu'ils arrivent à trouver et à avaler. Miettes de pain, restes de poubelle, pizzeries, pâtes, insectes, araignées, fruits, baies, bourgeons d'arbres. Des chercheurs du laboratoire d'ornithologie de Cornell ont observé des moineaux voler de la nourriture à des rouges-gorges. Ils percent les fleurs pour en sucer le nectar et même picorer des morceaux de viande. Ils ne sont jamais difficiles. Fait numéro 30. Le chant du moineau n'est pas vraiment un chant au sens où nous l'entendons. Pas les trilles d'un rossignol, ni les mélodies d'une grive. Son son de base est un simple cuit-cuit. Mais les scientifiques distinguent jusqu'à 4 types différents de ce son, chacun avec une signification différente. Les mâles sans partenaire pépient particulièrement souvent, jusqu'à 60 à 100 fois par heure. C'est un cri désespéré et incessant. Je suis là, je suis libre, j'ai un nid, remarquez-moi. Les femelles pépient beaucoup moins souvent, environ 4 fois par heure. Elles n'ont pas besoin de se faire de la publicité, ce sont elles qui choisissent. Fait numéro 31, les moineaux sont bien plus intelligents qu'il n'y paraît. En 1991, des scientifiques néo-zélandais ont documenté un comportement incroyable. Des moineaux à Auckland avaient appris à activer les capteurs de porte automatiques de supermarchés. L'oiseau s'approchait du capteur à infrarouge, les portes s'ouvraient, le moineau entrait et se nourrissait. L'observation a été publiée dans le Wilson Journal of Ornithology. Depuis, un comportement similaire a été signalé dans des restaurants, des enseignes de bricolage et des cafés à travers le monde entier. Franchement, ce qui m'a le plus frappé en l'apprenant, ce n'est pas qu'il le fasse, c'est qu'il l'ait appris seul. Fait numéro 32. Les moineaux sont capables d'apprentissage social. Si un moineau trouve une nouvelle source de nourriture ou maîtrise une nouvelle technique, les autres reprennent rapidement ce savoir-faire en observant le camarade qui réussit. Le groupe fonctionne comme un réseau de scouts distribués. Chacun est à la fois élève et enseignant. Ce n'est pas un instinct aveugle. C'est la transmission culturelle de compétences, au moins au niveau de regarde comment il fait et reproduit. Fait numéro 33. Le moineau voit le monde différemment de nous. Ses yeux sont placés sur les côtés de la tête, ce qui lui donne une vision panoramique de près de 360 degrés. Il voit simultanément devant, derrière et des deux côtés. Quand un moineau penche la tête et vous regarde d'un œil, il n'est pas en train de vous dévisager. Il active sa vision binoculaire
pour estimer la distance, tandis que de l'autre œil, il surveille tout le reste de l'espace. S'approcher discrètement d'un moineau est une tâche quasi impossible. Fait numéro 34, les moineaux distinguent le spectre ultraviolet. L'homme possède 3 types de récepteurs de couleurs, rouge, vert, bleu. Les moineaux en ont 4, dont un récepteur UV. Le monde est littéralement plus lumineux et plus complexe pour eux que pour nous. Le plumage qui nous semble gris et terne peut briller et scintiller dans l'ultraviolet pour un autre moineau. Nous voyons un oiseau gris, eux se voient dans des couleurs que nous ne pouvons même pas imaginer. Fait numéro 35. Les moineaux en ville dorment en groupe. Par les nuits froides, ils se rassemblent par dizaines, voire par centaines, dans des endroits protégés, sous les toits, dans les niches de bâtiments, dans les buissons touffus, derrière des panneaux publicitaires. Ils se serrent les uns contre les autres pour conserver la chaleur. Cela s'appelle le dortoir communautaire. La température au centre de ce radiateur vivant est de plusieurs degrés supérieure à l'extérieur. Survie collective dans sa forme la plus littérale. Se blottir pour ne pas geler. Fait numéro 36. Les moineaux ne sont pas apparus en Amérique du Nord, seuls. C'est un homme précis qui les y a apportés. En 1851, Nicholas Pike, directeur du Brooklyn Institute, relâcha 8 paires de moineaux domestiques importés d'Angleterre sur les rives de l'East River, à Brooklyn, New York. L'objectif ? Lutter contre les chenilles qui ravageaient les arbres de la ville. Le premier lot ne s'établit pas, mais Pike n'abandonna pas. En 1853, il se rendit personnellement à Liverpool, acheta environ 100 oiseaux et les ramena à travers l'Atlantique. C'est ainsi que tout a commencé. Fait numéro 37, en 1900, le moineau avait atteint les montagnes rocheuses. En un demi-siècle, un oiseau pesant 28 jets avait conquis tout un continent. Des lâchers supplémentaires à San Francisco et Salt Lake City au début des années 1870 y avaient contribué. Les gens transportaient eux-mêmes les moineaux de ville en ville, installaient des nichoirs, éliminaient les prédateurs sur leur territoire. C'était un véritable culte de l'introduction, aux conséquences irréversibles. Fin numéro 38. Le principal secret du succès du moineau en Amérique au XIXe siècle ? Les chevaux. Tout le transport urbain était hippomobile. Les chevaux laissaient sur les routes des céréales non digérées. Les graines provenant des déjections chevalines constituaient un buffet à volonté pour les moineaux. Chaque écurie, chaque mangeoire, chaque trottoir était une source d'alimentation. Toute l'infrastructure de transport d'un immense pays travaillait pour un petit oiseau. Fait numéro 39, quand l'automobile a remplacé le cheval, les moineaux en ont souffert. Les rues sont devenues plus propres, les graines ont disparu des routes, les écuries ont fermé. L'historien de l'ornithologie Denis Summer Smith a décrit cette période comme le premier coup sévère porté aux moineaux urbains, bien avant la crise écologique moderne. Première vague de déclin, la deuxième s'est révélée beaucoup plus dévastatrice. Fait numéro 40. Aujourd'hui, aux États-Unis, on compte environ 7 millions de moineaux domestiques. Ce chiffre semble énorme, mais en 1940, il y en avait environ 150 millions. Selon les données de l'American Bird Conservancy, c'est une chute de plus de 20 fois en 8 décennies. Les causes ne sont pas encore toutes établies. L'industrialisation de l'agriculture figure parmi les principales hypothèses. Fait numéro 41, en Europe, le tableau est encore plus sombre. Selon un rapport conjoint de la RSPB, BirdLife International et de la Société ornithologique tchèque, l'Europe a perdu 247 millions de moineaux domestiques entre 1980 et 2017. 247 millions, c'est la moitié de la population européenne entière qui s'est évaporée en moins de 4 décennies. Pour comparaison, c'est plus que la population combinée de la France, de l'Allemagne et de l'Espagne réunies. Sauf que ce ne sont pas des humains, ce sont des oiseaux. Et c'est pourquoi si peu de gens le savent, fait numéro 42, à Londres, ville qu'on ne pouvait imaginer sans moineaux, les effectifs ont chuté de 71% depuis 1995. En 20 ans, près des 3/4 de la population ont disparu. L'oiseau qui faisait partie du paysage londonien depuis des siècles est devenu une rareté dans cette ville. En Grande-Bretagne, le moineau domestique a été inscrit sur la liste rouge des espèces suscitant les plus grandes inquiétudes pour la conservation. Le moineau sur la liste rouge, fait numéro 43. À Paris, la situation est encore plus dramatique.
Une étude de 15 ans, menée de 2003 à 2017 et portant sur près de 200 points d'observation, a enregistré un déclin des effectifs de moineaux de 89%. Ce travail a été publié dans la revue à comité de lecture Urban Ecosystem. C'est l'une des villes les plus densément peuplées d'Europe, et en son sein, le moineau est devenu une espèce menacée. Franchement, quand j'ai lu ce chiffre, il m'a semblé invraisemblable. Mais les données sont là et sont confirmées. Fait Nuderu 44, les causes de la disparition des moineaux urbains ne sont pas encore clairement établies. C'est l'une de ces situations scientifiques où la réponse honnête est « nous ne savons pas avec certitude ». Parmi les hypothèses, le manque d'insectes pour nourrir les poussins, la pollution de l'air, le bruit urbain permanent, les rayonnements électromagnétiques des antennes relais, la propagation du paludisme aviaire, la disparition des sites de nidification adaptés. La combinaison de facteurs est la plus probable, mais aucun chercheur ne peut encore pointer du doigt et dire « c'est ça » avec certitude. Fait numéro 45, l'une des études les plus convaincantes a été menée par l'équipe de Will Pitch de la RSPB en Grande-Bretagne, à Leicester. Ils ont découvert que la principale cause de forte mortalité des poussins était simplement la faim. Les oisillons mouraient faute d'insectes. Lorsque les scientifiques ont commencé à supplémenter une colonie avec des vers de farine, apportant les protéines manquantes, le succès reproducteur a augmenté de 55%. Une solution simple, mais quasi impossible à mettre en œuvre à l'échelle d'une métropole. Fait numéro 46, le paludisme aviaire est un autre suspect. Une étude menée en banlieue de Londres de 2006 à 2009 a montré que le parasite Plasmodium relictum, responsable du paludisme aviaire, avait été détecté chez des moineaux londoniens avec une prévalence moyenne de 74%. C'est un record pour une population d'oiseaux sauvages en Europe du Nord. 3/4 des moineaux sont infectés et la survie des jeunes et des adultes était négativement associée à l'intensité de l'infection. Fait numéro 47, l'architecture moderne est l'ennemi silencieux des moineaux. Les vieilles bâtisses, avec leurs fissures dans les murs, leurs recoins sous les corniches, leurs niches dans les façades, étaient des lieux de nidification idéaux. Mais les façades modernes, lisses, isolées, hermétiques, avec les ouvertures de ventilation grillagées, les fissures colmatées, chaque ravalement, chaque isolation par l'extérieur, chaque rénovation détruit un nid qui ne pourra se reconstituer nulle part. C'est particulièrement vrai en France, où la rénovation énergétique du bâti ancien s'accélère. Fait numéro 51. Des centaines de millions de personnes ont été mobilisées pour détruire les moineaux. Des enfants de 5 ans, des vieillards, des ouvriers, des écoliers, tous ont été enrôlés dans une guerre contre l'oiseau. On tirait les moineaux à la fronde, on les capturait au filet, on détruisait les nids, on brisait les œufs, on tuait les oisillons. La méthode la plus massive et la plus terrifiante, des milliers de personnes se postaient des heures durant, dans les rues et les champs, frappant des casseroles, des cuvettes et des tambours, ne laissant pas les moineaux se poser. Les oiseaux tournaient en rond dans les airs, jusqu'à tomber morts d'épuisement. C'était organisé partout, c'était systématique. Fait numéro 52, selon des données officielles incomplètes, rien qu'en 1958, au moins 200 millions de moineaux ont été détruits. Certaines sources avancent le chiffre de 2 milliards d'oiseaux pour toute la durée de la campagne. Les données exactes sont impossibles à reconstituer. C'était une époque de propagande, de dépassement de quotas et de rapports de surproduction, pas de statistiques objectives. Mais l'ampleur de la destruction n'est contestée par personne. Fait numéro 53. Les conséquences sont arrivées très vite. Sans moineaux, les populations de criquets et d'autres insectes nuisibles ont explosé. Le moineau était un prédateur clé qui contrôlait les effectifs d'insectes. Quand on l'a supprimé, rien ne pouvait plus enrayer leur multiplication. D'immenses essaims de criquets se sont abattus sur les champs. Des centaines de milliers de tonnes de céréales ont été détruites. L'écosystème dont on avait arraché un petit élément s'est effondré comme un château de cartes. Fait numéro 54. La grande famine chinoise a duré de 1959 à 1961. Selon diverses estimations, entre 15 et 55 millions de personnes sont mortes. Les causes de cette famine étaient complexes et multiples. Collectivisation forcée, sécheresse, politique agricole catastrophique,
Mais la destruction des moineaux y a joué un rôle mesurable, documentairement confirmé. Un petit oiseau gris et des millions de vies humaines. Fait numéro 55. En 1960, Mao reconnut son erreur. Le moineau fut discrètement retiré de la liste des 4 nuisibles et remplacé par la punaise de lit. Pour aider à la reconstitution de l'écosystème, la Chine importa 250 000 moineaux d'Union soviétique dans le cadre d'un plan de sauvetage ailé d'urgence. Mais l'écosystème était déjà ravagé. Les conséquences se sont fait sentir pendant de nombreuses années encore. Fait numéro 56. Dites-moi franchement, connaissiez-vous cette histoire ? Saviez-vous que le petit oiseau gris, auquel nous ne prêtons aucune attention, a un jour été l'une des causes de la famine la plus massive de l'histoire humaine ? Écrivez en commentaire si c'était une surprise pour vous. Pour ma part, cette histoire reste l'un des exemples les plus bouleversants de la fragilité de l'équilibre de la nature. Fait numéro 57. En 2025, l'économiste Earl Frank de l'Université de Chicago et ses collaborateurs ont publié un document de travail pour le National Bureau of Economic Research, dans lequel il quantifie les conséquences de la destruction des moineaux en Chine. L'étude a confirmé que l'élimination locale des moineaux avait des répercussions directes, statistiquement significatives, sur les rendements céréaliers et les niveaux de mortalité par famine dans les régions touchées. Fait numéro 58, le moineau n'est pas seulement un mangeur de graines. En saison de reproduction, il se transforme en chasseur actif et déterminé d'insectes. Un seul couple de moineaux détruit des milliers de chenilles, pucerons, coléoptères et larves au cours d'une saison. C'est précisément ce rôle écosystémique que les fonctionnaires chinois n'avaient pas pris en compte. Ils ne voyaient que les céréales que mange le moineau. Ils ne voyaient pas les criquets qu'il attrape. Casse classique où la solution d'un problème crée un problème 10 fois plus grand. Fait numéro 59. Le conflit entre l'homme et le moineau n'est pas une histoire seulement chinoise. En Amérique du Nord, dès 1889, Walter Burroughs du Bureau biologique des États-Unis a publié un rapport de 400 pages, Le moineau anglais, en Amérique du Nord, recommandant la création de clubs de chasseurs pour l'extermination organisée. En 1903, l'ornithologue William Dawson écrivait « Sans aucun doute, l'événement le plus regrettable de toute l'histoire de l'ornithologie américaine est l'introduction du moineau anglais. La guerre contre les moineaux est une tradition mondiale. » Fait numéro 60. En Amérique du Nord, le moineau domestique est officiellement une espèce invasive. Il évince agressivement les oiseaux indigènes de leur nid, notamment les merles bleus de l'Est, les hirondelles pourprées et les mésanges à tête noire. Les moineaux s'emparent des nichoirs et n'hésitent pas à jeter dehors les oiseaux qui couvent déjà. Des cas ont été documentés où des moineaux tuaient des oisillons, voire des adultes d'espèces concurrentes directement dans le nid. Ce n'est pas beau, mais c'est dur. Fait numéro 61. Paradoxe. Le moineau domestique est l'une des rares espèces d'oiseaux sauvages en Amérique du Nord qui n'est pas protégée par la loi sur les oiseaux migrateurs. La raison est simple. Cette loi ne couvre que les espèces indigènes. Le moineau est un étranger. Légalement, vous pouvez le capturer, le garder comme animal de compagnie, faire ce que vous voulez avec lui. Le système juridique ne le considère pas comme le sien, bien qu'il vive sur le continent depuis près de 200 ans. Fait numéro 62, le moineau est l'un des oiseaux culturels les plus anciens de l'humanité. Dans l'Égypte antique, les moineaux étaient considérés comme sacrés. Ils étaient associés à la déesse Isis, patronne des enfants, des femmes et de la nature. Les Égyptiens croyaient que les moineaux capturaient les âmes des défunts et les transportaient dans l'au-delà. Le hiéroglyphe représentant un moineau était utilisé dans l'écriture pour désigner les concepts de petit, étroit ou mauvais. Mais l'oiseau lui-même était symbole de fécondité et de renaissance. Une dualité de perception qui a traversé les millénaires. Fait numéro 63. Dans la Grèce antique, le moineau était l'oiseau sacré d'Aphrodite, déesse de l'amour. On croyait que les moineaux symbolisaient la passion, la fidélité et l'amour véritable. On les représentait tirant le char d'Aphrodite aux côtés des colombes et des cygnes. L'ironie veut que les auteurs antiques considéraient en même temps le moineau comme l'un des oiseaux les plus ardents et les plus insatiables. Les Grecs semblaient y voir non pas une contradiction, mais une unité. Fait numéro 64. Dans la Bible, le moineau est l'un des symboles les plus connus de la providence divine.
Dans l'Évangile, selon Matthieu, il est écrit « Ne vantons pas 2 moineaux pour 1 sou, et pas un d'eux ne tombe sur la terre sans la volonté de votre Père. » Un as romain était la plus petite pièce de monnaie romaine. Un moineau coûtait littéralement un demi-sou. Et pourtant, il n'est pas oublié. Cette image est l'un des messages les plus puissants sur la valeur de chaque créature vivante. Fait numéro 65. Au Japon, le moineau s'appelle Suzume et occupe une place importante dans le folklore. Le célèbre conte japonais Le Moineau, à la lampe coupée, Shitakiri Suzume, raconte l'histoire d'un bon vieux, d'une méchante vieille et d'un moineau qui récompense la bonté et punit la cupidité. Ce conte fait partie des classiques de la littérature enfantine japonaise et est connu de chaque japonais depuis l'enfance. Dans la culture japonaise, le moineau est un personnage sage, fidèle et juste. Fait numéro 66. En Chine, le moineau est symbole de bonheur et de printemps. Si un moineau entre dans une maison, c'est un bon signe. En Indonésie, un moineau dans la maison annonce un mariage ou une naissance. Quand les moineaux chantent en chœur, attendez-vous à la pluie. Dans de nombreuses cultures, tuer un moineau est considéré comme un mauvais présage, superstition qui a traversé les millénaires et qui, compte tenu de l'histoire de la Chine en 1958, est peut-être moins une superstition qu'il n'y paraît. Fait numéro 66. Suite. Les marins se faisaient tatouer un moineau après 5000 milles marins de navigation, un deuxième après 10 000. La tradition remonte à l'Égypte ancienne. On croyait que si un marin se noyait, le moineau emporterait son âme au paradis. 5000 milles marins, c'est environ 9200 km, plus que la distance de Paris à Tokyo. Chaque tatouage de ce genre n'était pas un ornement, mais une marque de survie. Fait numéro 67, les moineaux peuvent vivre des mois à l'intérieur de bâtiments fermés. Il existe des cas documentés de moineaux s'établissant à l'intérieur de grands centres commerciaux, de gares, d'entrepôts et même d'aéroports, se nourrissant des miettes des visiteurs et nichant sur les poutres sous les plafonds. Pour eux, un grand bâtiment est simplement une grande caverne chaude avec une source de nourriture inépuisable. Le personnel essaye de les chasser. Les moineaux reviennent encore et encore. Fait numéro 68, les moineaux sont capables de fonctionner à plus de 6000 mètres d'altitude. Des expériences en chambre barométrique ont montré que, simulant une altitude de 6100 mètres, là où un humain non entraîné perd connaissance, les moineaux restaient actifs et coordonnés. Leur consommation d'oxygène a plus que doublé, mais ils se déplaçaient normalement. Des souris dans les mêmes conditions étaient au bord de la mort. Le secret réside dans l'architecture des poumons d'oiseaux. Ils font passer l'air dans un seul sens, assurant un échange gazeux bien plus efficace que nos poumons à circulation bidirectionnelle. Fait numéro 69. La plus vieille femelle moineau connue avait au moins 15 ans et 9 mois au moment de sa dernière recapture au Texas en 2004. Selon les données du laboratoire d'ornithologie de Cornell, c'est un record absolu pour l'espèce. Pour un oiseau pesant moins de 30 G, c'est une durée de vie remarquable. L'espérance de vie moyenne dans la nature n'est que de 2 à 3 ans. La plupart ne vivent pas jusqu'à leur premier anniversaire. Fait numéro 70. La probabilité de mort d'un moineau au cours de sa première année de vie dépasse 50%. Prédateurs, faim, froid, maladies, chats, voitures, vitres contre lesquelles les oiseaux s'écrasent. La liste des menaces est infinie. Chaque moineau que vous voyez sur un rebord de fenêtre ou sur un trottoir est un survivant, un vainqueur statistique. Chaque jour vécu est une petite victoire contre la probabilité. Fait numéro 71, les chats sont l'un des principaux tueurs de moineaux. Selon les estimations du Smithsonian Institution, rien qu'aux États-Unis, les chats domestiques et les chats errants tuent entre 1 et 4 milliards d'oiseaux par an. Des milliards. Les moineaux, qui se nourrissent au sol et nichent à basse altitude, sont particulièrement vulnérables. Un chat domestique auquel on laisse l'accès à l'extérieur peut détruire des dizaines de moineaux en une saison. Fait numéro 72, outre les chats, les moineaux sont chassés par les éperviers, les cresserelles, les chouettes, les corneilles, les pieds, les rats, les serpents et même les grandes araignées dans les régions tropicales. En ville, les principaux destructeurs de nids sont devenus les rats, qui grimpent dans les fissures des bâtiments et dévorent les œufs et les oisillons sans défense.
Le moineau urbain vit entouré d'ennemis. Chaque jour est un parcours du combattant. Fait numéro 73. Le moineau peut abaisser sa température corporelle la nuit pour économiser de l'énergie. C'est une hypothermie contrôlée. L'organisme ralentit délibérément son métabolisme pour survivre à une nuit froide avec un minimum de dépenses énergétiques. Le jour, 42 degrés normaux. La nuit, 2 à 3 degrés de moins. Le matin, la température revient à la normale. C'est un mode veille intégré, comme le mode veille d'un ordinateur, mais biologique. Fait numéro 74. Les oisillons de moineaux ont aux commissures du bec de vives plaques jaunes des extensions de peau charnues. Elles servent de cible pour les parents. Dans la pénombre du nid, ces taches lumineuses sont bien visibles, et le parent sait exactement où déposer la nourriture. Plus les plaques sont lumineuses et grandes, plus le poussin est en bonne santé, terne et petite, c'est un signal que quelque chose ne va pas. C'est un indicateur de santé biologique intégré directement dans l'anatomie. Fait numéro 75. Le moineau adapte son alimentation selon les saisons. En hiver, principalement des graines, des céréales et des restes alimentaires humains. Au printemps et en été, beaucoup plus d'insectes, surtout pendant la période d'alimentation des oisillons. En automne s'ajoutent baies et fruits. Cette plasticité alimentaire est l'une des principales raisons de son succès évolutif. Il ne dépend pas d'une seule source de nourriture. Il s'adapte à ce qui est disponible. Fait numéro 76. L'alimentation des moineaux urbains et ruraux diffère significativement. Les moineaux de ville obtiennent une part importante de leurs calories des restes alimentaires humains, miettes, restes de fast-food, graines éparpillées. Le problème est que cette nourriture est pauvre en protéines et riche en glucides, alors que les protéines sont essentielles à la croissance des oisillons. Des recherches menées par Frédéric Angelier et ses collaborateurs du Centre de recherche biologique de Chizé ont montré que ce manque d'alimentation en insectes en ville est un facteur clé abaissant la survie. Des oisillons urbains, les adultes survivent, les oisillons non. Fête numéro 77. Chaque année, le 20 mars, on célèbre la journée mondiale du moineau World Sparrow Day. L'initiative est née en Inde en 2010 à la suggestion de la Nature Forever Society et a rapidement recueilli un soutien mondial. Son objectif, attirer l'attention sur le déclin des effectifs de moineaux et sur leur importance pour les écosystèmes urbains. De nombreux pays européens organisent ce jour-là des actions d'installation de nichoirs et de verdissement des cours. La France y participe chaque année davantage. Fait numéro 78. Dans certaines villes du monde, des programmes de sauvetage des moineaux sont déjà en place. On installe des nichoirs spéciaux sur les façades des bâtiments, on crée des corridors verts d'arbustes et d'arbres, on plante des plantes sauvages qui attirent les insectes. À Amsterdam, Londres, Delhi et Prague sont apparues des rues à moineaux, des zones spécialement conçues pour être accueillantes pour les petits oiseaux. Niche à nid, mangeoires, abreuvoirs, haies, fait numéro 79. Le moineau est un indicateur de la santé d'une ville. Quand les moineaux disparaissent, cela signifie que quelque chose de sérieusement anormal se produit dans le système écologique. Manque d'insectes, pollution de l'air, bruit excessif, absence de verdure, tout cela se reflète dans la population de moineaux avant même que nous le ressentions. Ils sont comme le canari dans la mine de charbon. Sauf que l'échelle n'est pas une mine, c'est une métropole entière. Quand les moineaux ont disparu de Londres, les écologistes de toute l'Europe l'ont reçu comme un signal alarmant. Fait numéro 80. Une question pour vous. Regardez autour de vous. Repensez à votre cour, votre rue, votre quartier. Combien de moineaux voyez-vous aujourd'hui par rapport à ce dont vous vous souvenez de votre enfance ? Plus ? Moins ? Ou avez-vous simplement cessé de les remarquer ? Écrivez en commentaire. Ce que vous observez compte pour moi. Chaque observation a de l'importance. Fenugré 81, les moineaux sont de merveilleux parents. Les deux partenaires nourrissent les poussins, les deux couvant les œufs, les deux protègent le nid contre les ennemis. Le mâle n'abandonne pas sa famille. Il travaille à égalité avec la femelle, souvent même davantage. De plus, le mâle commence à construire le nid avant même d'avoir trouvé une partenaire. Le nid, c'est sa demande en mariage, son bien immobilier, son principal argument dans la conquête de l'attention de la femelle. Sans nid, pas de famille.
Fait numéro 82, les oisillons de moineaux quittent le nid environ 14 à 16 jours après l'éclosion. 2 semaines. En ce laps de temps, une petite boule rose mue, de la taille d'un ongle, se transforme en un oiseau adulte emplumé capable de voler. Une vitesse de développement incroyable. C'est une stratégie évolutive. Plus vite l'oisillon quitte le nid, moins il y a de chances qu'un rat, une corneille ou un chat le trouve. La vitesse, c'est la vie. Fait numéro 83, les jeunes moineaux, après avoir quitté le nid, restent sous la garde de leurs parents encore pendant 7 à 10 jours. Ils apprennent à chercher de la nourriture, à éviter les prédateurs, à s'orienter dans l'espace. Les parents les nourrissent, les appellent, les préviennent des dangers. C'est une période critique. Sans ce soin, la plupart des jeunes mourront dans les premiers jours après leur envol. Fait numéro 84, si un moineau a survécu à sa première année de vie, ses chances de survivre à l'année suivante augmentent considérablement. C'est l'effet de l'expérience. Il a appris à éviter les chats. Il a trouvé de bons endroits pour se nourrir. Il sait où sont les meilleures cachettes. Ce n'est pas de la chance. C'est une compétence de survie qui s'accumule jour après jour. Fait numéro 85. L'îlot de chaleur urbain, cet effet par lequel la température au centre d'une ville est de quelques degrés plus élevée qu'en périphérie, est des nuits à la fois aux moineaux. En hiver, un peu plus chaud, plus facile de survivre, moins d'énergie dépensée en chauffage. Mais en été, les nids sous des toits métalliques chauffés à blanc et dans les niches de murs en béton peuvent surchauffer. Les oisillons dans ces nids souffrent de stress thermique. La ville donne et la ville reprend. Fait numéro 86. Le bruit est l'un des facteurs les plus sous-estimés nuisant aux moineaux urbains. Des recherches de Frédéric Angelier et ses collaborateurs du Centre de recherche biologique de Chizé ont montré que le bruit urbain chronique perturbe la communication entre les oiseaux, élève les niveaux d'hormones du stress et réduit le succès reproducteur. Un moineau qui ne peut pas entendre correctement le signal d'alarme ou l'appel de son partenaire, c'est un moineau en danger. Fait numéro 87. Le génome du moineau domestique a été entièrement déchiffré. Cela ouvre d'immenses possibilités pour étudier les adaptations génétiques qui ont permis aux moineaux de devenir l'une des espèces les plus prospères sur Terre. Un intérêt particulier porte sur les gènes liés à la digestion de l'amidon. Les scientifiques supposent que des mutations dans ces gènes ont permis aux moineaux de passer à un régime céréalier, précisément au moment où les hommes ont commencé à cultiver la terre. Il y a environ 10 000 ans, l'homme a inventé l'agriculture. Le moineau s'est adapté et est resté. Fait numéro 88. L'hypothèse selon laquelle le moineau s'est domestiqué en même temps que la révolution néolithique est confirmée par des données génétiques. Quand les humains ont commencé à cultiver le blé et l'orge au Moyen-Orient, les moineaux sont venus dans leurs champs et leurs villages, et y sont restés pour toujours. 10 000 ans, côte à côte, bien plus longtemps que la durée de vie de la plupart des grandes civilisations mondiales. L'Égypte, Rome, Byzance sont nés et ont disparu, et le moineau vivait toujours aux côtés de l'homme. Fait numéro 89. En français, le mot moineau remonte au latin monedula, qui désignait un petit oiseau fripon. Dans l'imaginaire populaire, il a toujours été associé à la malice, à la débrouillardise, au culot. Le moineau de Paris, le petit moineau, a même inspiré le surnom le plus célèbre de la chanson française, Édith Piaf, la môme Piaf, ce qui signifie littéralement la gamine moineau. Le moineau est inscrit dans l'identité culturelle française de façon bien plus profonde qu'on ne le réalise. Fait numéro 90. Les moineaux de ville chantent sur des fréquences plus hautes que leurs congénères ruraux. Ce n'est pas une mutation, ni une évolution au sens classique, c'est la plasticité comportementale, la capacité à modifier ses vocalisations au cours de sa vie. Ils élèvent littéralement le ton de leur voix pour être entendus par-dessus le bruit des voitures, des climatiseurs et des chantiers. Une adaptation en temps réel à un monde qui devient de plus en plus bruyant. Fait numéro 91, les moineaux utilisent des sentinelles. Quand un groupe se nourrit au sol, un ou plusieurs oiseaux prennent position sur des points élevés. Une branche, un fil électrique, une clôture, un toit, et observent l'environnement. Quand un prédateur apparaît, la sentinelle pousse un cri d'alarme strident et tout le groupe s'envole immédiatement en un seul nuage.
Une coordination digne d'une unité militaire. Personne n'est désigné de garde. Les rôles se distribuent spontanément, mais le système fonctionne. Fait nu 92. Les moineaux sont capables de mémoriser l'emplacement des mangeoires et d'y revenir jour après jour à la même heure. Si vous nourrissez des moineaux chaque matin à 8 tâches, au bout d'une semaine, ils vous attendront exactement à 8 tâches. Ils ont une horloge biologique interne et la synchronisent avec votre emploi du temps. Ce n'est pas un réflexe, c'est une mémoire spatiale et temporelle. Fait numéro 93, les moineaux se sont adaptés à la lumière artificielle. En ville, ils peuvent continuer à chercher de la nourriture bien après le coucher du soleil, grâce à l'éclairage urbain, un avantage supplémentaire en hiver, quand la lumière du jour se réduit à un minimum. Mais il y a un revers. La lumière artificielle perturbe leur rythme circadien, peut dérégler leurs cycles hormonaux saisonniers et potentiellement augmenter leur niveau de stress. Fait nu 94. En Inde, la disparition des moineaux des villes a déclenché des campagnes sociales nationales. À Delhi, des bénévoles installent des milliers de nichoirs, dispensent des cours d'écologie dans les écoles, tournent des documentaires. Mohamed Dilawar, fondateur de la Nature Forever Society, a été nommé héros de l'environnement par le magazine Time. Le moineau est devenu le symbole d'un éveil écologique à l'échelle d'un pays entier. Un petit oiseau et des millions de gens qui ont décidé de se battre pour lui. Fait nu 95, les moineaux sont étudiés depuis des décennies en physiologie du stress. Leur réponse corticostéronique, la réaction hormonale au danger, est parfaitement documentée et est devenue une référence en endocrinologie comparée. Les scientifiques utilisent les moineaux comme organismes modèles pour comprendre comment le stress chronique, le bruit, la pollution, le surpeuplement affectent la santé, l'immunité et la longévité. Les résultats obtenus sur les moineaux aident à comprendre les mécanismes du stress chez tous les vertébrés, y compris nous. Fait nugré 96. Voici un fait qui donne à réfléchir. Le moineau est l'une des rares espèces animales qui a délibérément suivi la civilisation humaine à travers toute la planète. Personne ne l'a domestiqué, apprivoisé, sélectionné, élevé. Il a simplement suivi nos pas depuis le Moyen-Orient jusqu'en Europe, d'Europe en Amérique, de continent en continent, comme une ombre. 10 000 ans de suite. Et c'était son choix, pas le nôtre. Fait numéro 97, les moineaux, transportés sur d'autres continents, ont commencé à évoluer. Les moineaux nord-américains diffèrent désormais nettement de leurs ancêtres européens, par la taille, la coloration, la physiologie. Cela se passe en ce moment même, sous nos yeux, en temps réel. Une évolution qu'on peut observer non pas sur des millions d'années, mais sur des décennies. Le moineau est un laboratoire vivant d'adaptation. Fait nugre 98. Si tous les moineaux du monde disparaissaient, les conséquences se feraient sentir pour chacun d'entre nous. Sans moineaux, plus d'insectes ravageurs. Plus de ravageurs, moins de récoltes. Moins de récoltes, nourriture plus chère. Ce n'est pas une hypothèse. C'est déjà arrivé, en Chine, en 1958. Sans moineaux, sans équilibre, sans nourriture. Catastrophe. Fait numéro 99, le moineau démontre une vérité simple mais oubliée. Dans la nature, il n'existe pas d'espèces ordinaires ou sans importance. Chaque élément de l'écosystème est connecté aux autres. Arrachez un seul fil et le tissu commence à se défaire. Nous nous sommes habitués à nous battre pour sauver les tigres, les baleines, les pandas, les grands, les beaux, les photogéniques. Mais les espèces les plus importantes se révèlent souvent les plus invisibles. Petites, grises, si ordinaires qu'on cesse de les voir. Fait numéro 100. Le moineau est un miroir. Un petit miroir gris et terne dans lequel se reflète tout ce que nous faisons à cette planète. Quand les villes étaient vivantes, avec les cours verdoyantes, les insectes dans l'herbe, les vieilles maisons pleines de fissures et de recoins, les moineaux étaient partout. Leur pépiment était aussi naturel que le bruit de la pluie. Quand nous avons tout recouvert de béton, exterminé les insectes à coups de pesticides et bouché chaque fissure avec du plastique, les moineaux ont commencé à partir. Silencieusement, sans panique, sans grand titre de presse, sans manifestation ni pétition. Ils ont simplement cessé d'être. Et dans cette disparition silencieuse, il y a quelque chose de terrifiant, parce que nous ne perdons pas l'exotisme, pas le tigre de l'amour, que la plupart d'entre nous n'ont jamais vu en vrai.
pas l'aurore qu'elle bleue à des milliers de kilomètres de chez nous. Nous perdons ce qui était avec nous chaque jour, chaque matin, sur chaque rebord de fenêtre, près de chaque morceau de pain. Le moineau, ce n'est pas seulement un oiseau, c'est 10 000 ans d'histoire commune. C'est la créature qui nous a choisis à l'époque où nous apprenions tout juste à semer les premiers grains. Elle a survécu aux ères glaciaires, aux guerres, aux empires et aux révolutions. Elle a même survécu à une extermination délibérée organisée par tout un pays. Et voilà qu'aujourd'hui, elle s'en va doucement. Non pas parce que nous avons décidé de la tuer, mais parce que nous avons créé un monde où il n'y a plus de place pour vivre. Et si cet oiseau qui pendant 10 000 ans ne nous a pas quittés d'un seul jour commence à partir, peut-être vaut-il la peine de s'arrêter et de réfléchir, non pas aux moineaux, mais à nous-mêmes. Si cette vidéo vous a été utile, je vous serai reconnaissant de votre soutien. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne La Planète Sauvage et partagez cette vidéo avec ceux qui aiment la nature. À bientôt.